Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. En ce jour de l'été 1812, on est donc à la fin du règne de Napoléon, il flotte une forte odeur de cuir dans l'atelier de Simon-René Braille, qui fabrique des harnais, des sangles, des brides pour équiper les chevaux. Il est bourrelier, ce monsieur, bourrelier à Couvray, qui est une petite ville de Seine-et-Marne. Il est donc à l'ouvrage dans son établi, son petit dernier qui s'appelle Louis et qui a 3 ans ne perd rien du spectacle. Il est là, qui observe son père penché sur sa table de travail, l'air concentré, son père qui tend les lanières de cuir, qui positionne son poinçon. Évidemment que le petit l'a vu répéter ses gestes des dizaines et même sans doute des centaines de fois. Alors bien sûr, il rêve d'en faire autant. Vous savez ce que c'est? Il voudrait bien, lui, le petit, tenir entre ses mains cet immense poinçon. On lui a répété pourtant que ce sont des outils dangereux, tranchants. Mais la tentation est forte, et beaucoup trop forte même, et en une fraction de seconde, alors que son père a le dos tourné, Louis saisit une alène, ce long instrument pointu, vous savez, destiné à percer le cuir. L'outil lui échappe, il vient cogner violemment contre son œil. L'enfant crie. Simon-René tente de soigner cet œil qui saigne, mais évidemment, les choses vont dégénérer. On est en 1812, l'infection s'installe. Louis se frotte les yeux, bientôt le mal s'aggrave. Il va gagner le 2e œil et au fil des jours, la lumière pour l'enfant se fait plus pâle et les formes moins nettes. Louis va finir par perdre complètement la vue. Vous imaginez comme c'est terrible pour cet enfant qui maintenant se cogne sans arrêt, qui dans cette nuit interminable attend désespérément que le jour se lève. Il ne se lèvera jamais, ses parents sont effondrés, ils se sentent coupables de cet accident. Ils sont angoissés, ils se demandent ce que va bien pouvoir devenir ce petit Louis. Dites-vous qu'en ce début de 19e siècle, la situation des aveugles est une situation encore plus terrible qu'à d'autres époques. Si certains parviennent à devenir jardiniers ou musiciens, beaucoup, disons-le, sont mendiants. Ils sont là qui mendient. Ils sont très loin d'imaginer, les parents Braille, que leur petit Louis, tellement turbulent et obstiné, ce petit enfant qui a fait cette faute qui lui coûte si cher, que cet enfant va pouvoir néanmoins inscrire à jamais son nom dans l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors après l'accident, Louis reste évidemment auprès de ses parents dans la maison de Couvray. La famille est décidée à aider le dernier né de cette fratrie de 4 enfants à devenir le plus autonome possible. On lui apprend tous les gestes de la vie quotidienne. Sa mère lui apprend à l'aider à la cuisine. Son père lui apprend à travailler le cuir. Mais c'est un contexte qui est morose, disons-le. Après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, la France est occupée par une coalition armée. Les maisons des villageois souvent sont réquisitionnées pour héberger les soldats étrangers. La famille de Louis fait partie de ces familles qui vont accueillir des soldats. Pendant plusieurs mois, la garnison militaire prussienne s'est installée. Alors il y a cette cohabitation difficile. Par ailleurs, les récoltes, disons-le, sont mauvaises. Les difficultés matérielles s'accumulent et c'est pour Louis une atmosphère étouffante. Sauf que, au milieu de tout ça, il va y avoir cette rencontre qui lui ouvre de nouveaux horizons. Il a 6 ans quand un nouveau curé, le père Jacques Paluy, s'installe à Couvray. C'est un curé qui, comme c'est son rôle, régulièrement visite aux villageois. Il est sensible à la soif de connaissance de ce petit aveugle et il décide de lui donner des leçons particulières. Il va lui enseigner le catéchisme, ça bien entendu, mais aussi l'histoire de France et puis les sciences. Louis est un enfant vif et curieux qui se passionne pour les leçons du père Palouis. On imagine comme elles peuvent être libératrices pour cet enfant qui a tellement de mal à prendre part à la vie des autres. Vous voyez, là, grâce à ce curé, il découvre autre chose. Et puis un jour, ce curé qui a compris combien Louis était intelligent tente de convaincre le nouvel instituteur du village de le prendre dans sa classe. Alors bien sûr que le jeune enseignant hésite, mais il finit par faire une petite place à Louis dans sa classe. Et chaque matin, en donnant la main à un petit voisin, Louis va pouvoir prendre le chemin de l'école du village. Voilà comment Hélène Jousse reconstitue ce moment de la vie de Louis dans son roman « Les mains de Louis Braille ». Je la cite. « Louis n'a que 6 ans. L'enseignant le met dans un coin comme un petit meuble dont on ne sait que faire. Mais un jour,
le petit meuble se met à remuer les lèvres comme pour répondre à la place d'un élève qui ne sait pas. L'instituteur lui donne la parole et, contre toute attente, il répond juste. Il l'interroge encore et comprend que Louis, dans la plus grande discrétion, et seulement à l'oreille bien sûr, a intégré en 6 mois tous les fondamentaux, non seulement de l'arithmétique, mais aussi de la grammaire, de l'histoire, de la géographie. L'enfant des Brailles s'avère vite être le meilleur élève de l'école, retenant à la première écoute ce qu'il entend. Oui, Louis est comme ça. Il est en avance sur tout. Il y a une chose qui le blesse profondément, c'est ne pas pouvoir apprendre à lire, évidemment, comme ses autres camarades. Il devine avec une profonde tristesse le pouvoir de la lecture et tous les plaisirs qu'elle pourrait procurer. Et il se dit que ça lui sera évidemment à jamais refusé. Le curé est ému par la détresse de ce garçon brillant. Il commence à envisager pour lui une autre vie que celle que lui réserve le village et l'établi du père Braille. Il découvre l'existence d'une institution royale des jeunes aveugles. Et Louis se réjouit, même si ses parents, eux, doutent beaucoup parce que cette école, elle est à Paris et que leur fils est vulnérable, tellement vulnérable. Oui, d'accord. Il est vulnérable, Louis. Mais il est surtout déterminé. Et par une journée de l'hiver 1819, avec son père, le voilà en route pour Paris. Dans la diligence, l'enfant espère sûrement pouvoir apprendre à lire. Et ce désir, ce puissant désir, va bientôt transfigurer son existence, mais aussi l'existence de millions d'autres. Alors, lorsque Simon renaît, lorsque ce bourrelier arrive avec son fils au pensionnat, il est affligé, le bâtiment est austère, il est en mauvais état. Pendant longtemps, il a servi de séminaire avant d'être transformé en prison pour prêtre réfractaire, parce que la Révolution est passée par là. Les conditions de vie sont très pénibles. Les enfants déambulent dans d'immenses couloirs en faisant courir leurs doigts sur les murs sales et humides. Ils n'ont pas d'autre moyen de se repérer, bien sûr, et les élèves n'ont droit qu'à un bain par mois. Ils doivent se plier à une discipline de fer avec la pratique très, très quotidienne des châtiments corporels. Voici ce que nous dit Michael Mellor à propos de cette vie quotidienne. L'institution, dit-il, comptait maintenant 90 élèves qui devaient assister aux classes et aux ateliers. Une journée type durait 15 heures et se divisait entre travail intellectuel, musique, travail manuel, repas, récréation et pratiques religieuses. Les enfants, les élèves étaient étroitement surveillés et n'avaient pas le droit de se déplacer dans le bâtiment sans porter suspendu par un ruban autour du cou un médaillon sur lequel était inscrit le numéro qui leur avait été attribué. Louis avait le numéro 70. Alors pour apprendre à lire avec les autres, Louis utilise des livres dont les lettres sont tracées en relief. C'est un certain Valentin Haüy, vous savez, qui a imaginé à la fin du XVIIIe siècle ce système. Il est aussi le fondateur de l'Institution pour les aveugles, bien sûr, Valentin Haüy. Évidemment que c'est une méthode encore très primitive, il faut bien le dire, mais le fondateur de l'Institut avait été choqué par un spectacle qui humiliait de jeunes aveugles et il avait décidé de leur donner une éducation. Et dans cette nouvelle école, Louis travaille aussi compulsivement pour apprendre à écrire et les professeurs commencent à remarquer cet élève qui vraiment est très brillant. Un directeur de l'école, le docteur Pigné, écrit à son sujet: doué d'une intelligence vive et surtout d'une rectitude d'esprit remarquable, il se fit bientôt connaître par ses progrès et ses succès dans ses études. Ses compositions littéraires ou scientifiques ne renfermaient que des pensées exactes. Elles se distinguaient par une grande netteté d'idées exprimées dans un style clair et correct. Louis rafle tous les prix. Et puis, il faut dire que par ailleurs, il devient aussi un excellent musicien. Il sera un excellent organiste, notamment. Mais son apprentissage est également rythmé, disons-le, par un certain nombre de désillusions. Et notamment, ce système de lecture dont je vous parlais est très frustrant. Les caractères en relief sont si gros que les livres pèsent lourd. Ils sont difficiles à manipuler. Ils prennent un temps infini à être déchiffrés. Au fil des années, dans cet internat, au long couloir froid, aux murs crasseux, Louis imagine,
toutes les solutions qui pourraient se présenter pour essayer d'améliorer le quotidien de ses camarades. Lorsqu'il a une dizaine d'années, on lui propose d'expérimenter un nouveau système de lecture. Il s'agit d'un ensemble de points en relief qui représentent des sons, des phonèmes. Ce système a été imaginé par un militaire, le capitaine Barbier. Son but était de permettre aux soldats de lire et d'écrire de nuit avec leurs doigts sans avoir besoin de lanterne. C'était très pratique, ça, en temps de guerre. Barbier a vite compris que son invention pouvait aider non seulement les soldats la nuit, mais les aveugles le jour, si je puis dire, qu'elle présentait de nombreux avantages, même s'il y a aussi des difficultés, je cite Michael Mellor. C'est la présence de l'astucieux Louis Braille parmi les jeunes expérimentateurs qui changea le cours de l'histoire. Tous les élèves finirent par se rendre compte des limites de la méthode Barbier, mais ce fut Louis qui comprit comment l'améliorer pour créer un système de lecture et d'écriture facile à utiliser. Selon Pigné, Louis, avec la sagacité qui le caractérisait, avait indiqué à M. Barbier plusieurs perfectionnements. Bien que nous ignorions le contenu exact de leur discussion, il est peu probable que l'irascible officier en retraite ait apprécié que le jeune garçon critique son invention, nous dit Mellor. Pour Louis, ce système de points en relief n'en a pas moins été un véritable déclic. La méthode Barbier est en pratique un échec, nous dit Anne-Louise Saudreuil, mais Louis en a l'intuition, ces petits points mèneront quelque part. Il se met à travailler sans relâche à une idée nouvelle qui permettrait d'ouvrir vraiment les portes de la connaissance à tous les aveugles. Tôt le matin, entre les cours, ou même tard le soir, on peut apercevoir le garçon dans la cour ou dans le dortoir avec son papier, son carton et son stylet. Il couvre d'épaisses feuilles de milliers de trous. Ça dure entre 3 et 4 ans. Et un jour, il tient sous ses doigts la solution qu'il avait cherchée. 6 points au maximum, qui se combinent de toutes les manières pour retranscrire les lettres de l'alphabet. C'est un jeu d'enfant finalement, et Louis triomphe. Et aussitôt, ses camarades enthousiastes adoptent son système. Lui n'est encore qu'un adolescent, il a 15 ans, Louis, mais il vient de mettre au point l'écriture qu'utiliseront bientôt des millions d'aveugles. C'est un début extraordinaire, même si la route, évidemment, sera encore bien longue. Il est organiste, Louis Braille, mais il est surtout celui qui est en train de délivrer tous ses contemporains aveugles. À 19 ans, il est devenu professeur dans l'Institut pour les jeunes aveugles. Et l'année suivante, donc, la méthode de l'alphabet Braille est publiée. Il met également au point un système qui permet aux aveugles d'écrire aux voyants. Ça va aboutir quelques temps plus tard à l'invention du raphigraphe par un ami de Braille. C'est l'ancêtre de la machine à écrire pour aveugles qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a franchi un nouvel obstacle et au-delà des lettres, Louis étend son système aux chiffres, mais aussi aux notes de musique. Je vous ai dit qu'il est devenu un organiste renommé. Il joue dans une des plus grandes églises parisiennes, Saint-Nicolas-des-Champs. Il faut dire que sa méthode n'a pas d'emblée eu le succès escompté. Il est difficile de trouver des financements pour la développer et, disons-le même, certains vont tenter de la faire disparaître. Le directeur de l'école, le docteur Pigné, dont je vous parlais, qui est un proche de Louis, est victime d'une machination. Il est remplacé par son adjoint et la nouvelle direction qui évidemment veut faire table rase. On connaît ça, c'est toujours la même histoire. Cette nouvelle direction prend l'ancien protégé du docteur Pigné en grippe. On espère envoyer son invention aux oubliettes et les élèves ont maintenant l'interdiction formelle d'utiliser les petits trous de monsieur Braille. Trop tard, parce que les jeunes aveugles ont adopté maintenant l'alphabet de Louis Braille. Il est un d'entre eux, il a conçu le système le plus instinctif qui soit et le directeur est bien obligé de céder devant la bronca. Et lors de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'institution, on est là en 1844, on organise carrément une démonstration publique. Un professeur demanda à une jeune aveugle d'écrire en braille quelques vers d'un poème dicté par un membre de l'Assemblée, raconte Michael Mellor. Ces vers furent lus ensuite à voix haute par une autre jeune fille à qui l'on avait demandé auparavant de quitter la pièce. Louis Braille, sa mère, son frère qui étaient présents dans la salle durent éprouver une profonde satisfaction à voir Louis enfin reconnu après toutes ces années d'efforts. Il a 35 ans, Louis Braille, et la supériorité de son système est maintenant admise. C'est un système
qui bientôt va dépasser de très loin non seulement les frontières de l'institution elle-même, mais celles du pays, celles de la France, pour être utilisée dans le monde entier, même si tout ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment. L'inventeur de génie ne verra cependant pas toutes les applications de sa méthode révolutionnaire. Comme beaucoup d'enfants aveugles élevés dans ces locaux insalubres de cette institution qui était tellement mal tenue, Louis Braille a contracté la tuberculose, ce qui à l'époque était tellement fréquent. Et c'est d'ailleurs fiévreux, mal en point qu'il a mené la plupart de ses expériences. Il ne faudrait pas l'imaginer en pleine forme. Non, pas du tout. Il était très mal lui-même, Louis Braille. Et il va s'éteindre le 8 janvier 1852 à l'âge de seulement 43 ans. C'est dans son petit village, là-bas, à Couvray, qu'on l'a enterré. Et ce n'est que 2 ans plus tard que la France officiellement reconnaîtra son invention. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, nous sommes là 1 siècle après la mort de Louis Braille. Par une journée de l'été 1952, un cortège s'avance sur la place du Panthéon. C'est un cortège composé de milliers d'aveugles. Beaucoup d'entre eux sont vêtus de noir, leur canne blanche est devant eux. Ils suivent un cercueil. Ils suivent le cercueil de Louis Braille en direction de la grande coupole. En effet, le président de la République, Vincent Auriol, accompagné des présidents des 2 assemblées et d'un certain nombre même de tous les membres du gouvernement, sont là pour rendre les honneurs à Louis Braille. Quelques heures plus tôt, à la Sorbonne, c'est Hélène Keller, qui est la célèbre auteure américaine sourde et aveugle, qui déclarait: en un sens, nous, les aveugles, sommes autant redevables à Louis Braille que l'espèce humaine est redevable à Gutenberg.